Bonjour Quentin, est-ce que tu peux te présenter et nous parler de ton parcours? Bonjour Thibaut. Alors, j'ai fait un lycée généraliste avec un bac S. J'ai enchaîné ensuite avec une classe préparatoire biologie, chimie, physique et sciences de la Terre pour préparer le concours qu'on appelle Agroveto, donc un concours national, pour intégrer ensuite une école d'ingénieurs en agronomie qui s'appelle l'ENSAT à Toulouse. D'accord, Et par la suite, à la fin de l'école d'ingénieurs, j'ai poursuivi avec un doctorat en génétique animale. très bien. Et tu fais quoi alors en Voilà. doctorat? En doctorat, en ce moment, je cherche des prédicteurs de l'efficacité alimentaire chez le mouton. Et donc, je cherche en quoi un microbiote, un génome ou un métabolome chez le mouton peut nous indiquer si un animal est très efficace d'un point de vue alimentaire ou pas, s'il va mieux valoriser les ressources Qu'est-ce que tu à appelles sa valoriser les disposition. ressources? Par exemple, un animal, il va avoir des besoins énergétiques pour vivre, pour se déplacer, pour grandir. Et pour une même quantité d'aliments, un animal va pas répondre à ses besoins de la même manière. Il y a des animaux qui vont avoir besoin de plus d'aliments pour répondre à leurs besoins que d'autres. Et donc, on cherche à voir quels sont les animaux qui répondent le mieux à leurs besoins à l'aide de l'alimentation. Et donc, qui répondent le mieux à leurs besoins, c'est quoi? C'est qu'ils vivent plus longtemps, ils sont plus gros, ils ont plus de muscles, c'est quoi? Ils font plus de lait? Alors, comme j'étudie l'ovin allaitant, c'est le mouton qui est utilisé pour la production de viande. Ça va être les moutons qui vont atteindre un poids donné, tout en... Ah, c'est une bonne question. C'est les moutons vraiment qui vont atteindre finalement un point donné. C'est Parce que, assez décevant finalement comme. bah non, mais donc ça veut dire qu'en fait, les moutons à viande, c'est ça? Quand ils ont atteint un Oui, certain poids, c'est là où on va les envoyer à l'abattoir pour fabriquer la viande, c'est ça? oui, de manière générale. Après, on vérifie aussi ce qu'on appelle la note d'état corporel, c'est-à-dire qu'on va palper les côtes des moutons Ouais, pour regarder aussi leur composition corporelle, c'est-à-dire les graisses. Est-ce qu'on sent facilement les côtes? Est-ce que nos doigts roulent par-dessus les côtes? Et on peut comme d'accord. ça vérifier si le mouton est bien engraissé finalement. Ce n'est pas juste une question de poids, c'est aussi une question de composition et de relation entre muscles et graisse. D'accord. Et donc en fait, c'est pas un âge donné en fait, c'est vraiment en fonction du poids. Enfin, de cette qualité de viande, quoi. Oui, souvent les éleveurs, pour atteindre leurs objectifs, ils vont se fixer un âge. À tel âge, il faudrait que mon animal pèse tel poids. D'accord. Mais on n'envoie pas systématiquement tous les animaux au même âge à l'abattoir. Et il y a une grosse différence, il peut y avoir beaucoup de différence en termes d'âge pour ce poids-là. Ça se compte en mois ou ça se compte en années? Euh, Chez l'ovin allaitant, comme c'est des animaux qui sont abattus assez jeunes, puisque le mâle va commencer à avoir un fort goût à partir d'un D'accord. certain âge, ça va plutôt se compter en jours ou en semaines, les différences, et pas en années. C'est des animaux qui sont rarement engraissés sur plusieurs années. Ils vont être D'accord. envoyés en abattoir finalement assez jeunes. D'accord. Tu as utilisé plusieurs fois le terme mouton allaitant. Ça veut dire quoi, allaitant? Alors, allaitant, c'est pas un mouton qui va servir à la production laitière. En fait, c'est l'inverse. Un mouton allaitant, c'est un animal qui va allaiter ses propres petits. Donc, c'est-à-dire que les agneaux vont rester sous la mère et être allaités. C'est pour ça qu'on va appeler ces animaux-là des moutons allaitants. D'accord. Et on fait cette distinction finalement avec la production laitière, puisque les animaux, par exemple chez les lacones qui sont utilisés pour la production de lait, vont être séparés assez jeunes de leurs parents pour pouvoir récupérer un maximum de lait. Alors que D'accord. dans les productions, enfin, dans les systèmes pour une production de viande, les animaux sont le plus souvent sevrés directement avec le lait maternel, D'accord. Tu disais aussi tardivement. que donc chez ces moutons-là, tu étudiais donc leur façon enfin le rendement, on va dire, de bonne viande par rapport à la quantité de nourriture. Mais tu as parlé aussi du microbiote. Est-ce que tu peux nous en dire plus? L'ovin va assez peu digérer par lui-même. C'est vraiment les micro-organismes qui vont digérer à sa place les fibres. Et c'est d'ailleurs pour ça que les ovins, comme les autres ruminants, valorisent si bien l'herbe par rapport à l'humain. C'est que notre système digestif ne permet pas d'accueillir tout un écosystème microbien qui va permettre de digérer les fibres comme les ruminants l'ont. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment des relations qui sont assez importantes chez les ruminants entre le microbiote et la composition corporelle ou leur efficacité alimentaire. D'accord. Et comment tu étudies ce microbiote? Alors, comment j'étudie ce microbiote? Alors, on utilise des techniques dites de métabarcoding, c'est-à-dire qu'on va faire un séquençage massif de la composition du microbiote où on va cibler des séquences
Et ces petites séquences vont nous permettre de différencier les différentes espèces qui vont composer le microbiote du rumen. Et ensuite, on étudie cette composition finalement en espèces. On regarde quelles sont les espèces les plus abondantes et on arrive à travailler avec ces données qui sont finalement des données de comptage, où on compte différentes espèces dans l'environnement ruminal. Et donc, tu essaies de faire le lien entre le mouton, son type de nourriture et son microbiote pour voir si tu peux optimiser tout ça. Oui. Alors, optimiser, pas forcément dans ma thèse, puisque l'optimisation, enfin, la modification du microbiote finalement est assez compliquée, puisque c'est un écosystème qui est assez plastique. Donc, il est vraiment difficile de l'optimiser et de l'orienter finalement sur le long terme. Nous, on cherche plutôt à voir si avec un microbiote donné, on arrive à reconnaître un animal qui est plus efficace qu'un autre. Donc c'est vraiment, on va observer finalement ce qui existe dans la nature, D'accord. ce qui est observable directement chez nos moutons, et voir qu'est-ce qui nous indique que cet animal est un meilleur et qu'il a une meilleure efficacité par rapport à un autre. On va pas chercher à modifier le microbiote, on va simplement l'observer pour voir si on arrive à distinguer des animaux par rapport à d'autres. D'accord. Mais et le microbiote, tu as dit qu'il était très plastique, donc il va changer dans le temps. Donc Oui, comment tu fais le lien entre ce microbiote qui te sert de diagnostic et la performance du mouton? effectivement, il y a toujours cette question, le microbiote, il va vraiment évoluer au cours du temps, il va se complexifier, des fois se diversifier au fur et à mesure que l'animal vieillit. Et pour le coup, ce qui nous intéresse chez l'animal destiné à une production de viande, ça va être ses performances lors de l'engraissement. Donc lors de l'engraissement, c'est-à-dire entre le sevrage et l'abattage. Donc on va regarder finalement la composition de ce microbiote entre le sevrage et l'abattage. Et surtout pour des questions de coût, nous, on se concentre sur la fin de la période. Il y a seulement un séquençage à la fin. On essaye de se concentrer finalement sur le microbiote qui nous paraît être le plus intéressant, c'est-à-dire le plus proche de la période clé D'accord. que l'on utilise. Ok. Euh, Voilà. les moutons, ça a un temps de génération assez long. Donc, moi, je suis microbiologiste, donc je travaille avec des organismes qui font plusieurs générations par semaine. On a des populations d'1 million d'individus. Enfin, voilà. Comment on travaille avec un mouton, notamment dans un doctorat qui dure 3 ans? Comment vous combinez en fait cet échange de temps en année par rapport à la vie du mouton? Alors souvent, finalement, on arrive pendant sa thèse, après le démarrage d'un projet, donc on s'inscrit finalement dans des projets qui sont beaucoup plus longs, sur l'échelle parfois d'une dizaine d'années ou au moins de plusieurs années. Et Et donc, on doit s'approprier ce dispositif expérimental qui a déjà été mis en place plusieurs années en amont pour pouvoir obtenir des animaux d'année en année. Et finalement, on suit plusieurs générations d'animaux et on récolte des données sur plusieurs années pour pouvoir faire nos analyses ensuite. Donc, on s'inscrit vraiment, notre thèse qui dure 3 ans s'inscrit dans des projets qui sont beaucoup plus longs D'accord. et on intervient vraiment sur une partie finalement du projet. Donc en fait, tu travailles avec des données qui ont été produites par d'autres. En grande partie, oui. En ce moment, oui. Effectivement, par exemple, je travaille sur des données de 2018 à 2020. D'accord. Il n'y a qu'une petite partie des données de 2020 auxquelles j'ai participé. Mais surtout, on participe, par exemple, finalement très peu en tant que doctorant, puisqu'on va intervenir, par exemple, sur les échantillons. Mais il ne faut pas oublier ensuite toutes les équipes techniques, Oui. tous les animaliers qui travaillent à l'année, 365 jours par an, pardon, pour suivre les animaux, etc. Donc finalement, oui, on intervient très peu dans le projet et je pense que c'est vraiment les animaliers qui travaillent le plus et qui nous permettent d'avoir autant de données. D'accord. Alors, ça me fait poser une question autour d'une de mes marottes, qui est tout ce qui est sciences reproductibles et open science. Euh, Étant donné que toi, tu travailles sur des données qui ont été produites avant, et que, comme tu dis, dans ce domaine-là, en fait, les projets sont très longs dans le temps, est-ce que vous avez mis en place un ensemble de méthodes, de protocoles, pour que ces données-là, elles soient les plus pérennes possibles et les plus faciles à réutiliser derrière par d'autres personnes? Alors pour l'instant, on n'a pas partagé encore les données puisque c'est pas encore des résultats qui ont été publiés. Mais par contre, les protocoles, c'est vraiment quelque chose de transparent. Enfin, il faut que chaque article, ça soit transparent. Le protocole, même nous, comme c'est un protocole qu'on applique d'année en année, il faut qu'il soit transparent aussi avec les animaliers pour qu'on soit capable de le reproduire finalement nous-mêmes. Donc, on doit déjà s'assurer finalement d'une certaine forme de reproductibilité puisque chaque année, on doit le répéter ce protocole. Ouais. Et effectivement, après, pour que ça soit le plus reproductible possible, c'est mettre en place
des mesures à des temps bien définis et que l'on répète de la même manière. Donc par exemple pour le séquençage du microbiote, à chaque fois il faut qu'on recite quand est-ce que ça a été prélevé, sur quelle période pour l'animal, est-ce que c'était un animal qui était en croissance, un animal qui était allaité à ce moment-là. Il faut citer son alimentation, quelle était la composition de l'aliment, puisque la composition de l'aliment, notamment le taux de fibres, va fortement jouer sur la composition du microbiote. Donc il faut qu'on puisse publier la composition de nos aliments qui sont utilisés, si c'est des aliments standardisés, ou alors des analyses d'aliments quand ils ne sont pas standardisés. Ensuite, dans un dernier temps, une fois que nos données seront publiées, ce qui est intéressant, c'est aussi de publier les séquences qu'on a utilisées pour classer nos différentes espèces microbiennes, parce qu'on fait du meta-barcoding. Donc on rassemble un ensemble de séquences ensemble dans un groupe, et on estime qu'un groupe, ça représente une espèce. D'accord. Pour être sûr qu'on parle du même organisme ensuite entre différentes publications, le mieux c'est de publier la séquence de référence pour chaque groupe, afin qu'on puisse dans le temps suivre les résultats. D'accord. Mais là, tu m'as parlé en fait de tout ce qui est protocole et pour que les expérimentations soient reproductibles. Moi, Oui, la question qui m'intéressait était plus précise, c'était les données elles-mêmes. Comment toi, tu les oui. as... Je veux dire, on t'a donné un fichier Excel, il y a une base de données. Comment en fait elle est transmise d'un doctorant au prochain projet et ainsi de suite? Alors, souvent, on a des fichiers texte ou des tableurs où on Oui, a les données avec chaque colonne est une variable. Et on a d'autres documents, euh, des, souvent d'autres documents texte, où là, on a vraiment une description explicite de chacune de nos colonnes. Donc, par exemple, en face de chaque nom, j'ai une description en pleines lettres de à oui, quoi correspond la variable. Donc, par exemple, poids H-type, je sais à quel âge enfin, quel est le poids qui est étudié et à quel âge surtout ce poids doit renvoyer. Donc on a vraiment une description. Donc on a à la fois les données qui transitent et finalement des petits documents d'accompagnement pour des expliciter métadonnées. chaque variable. Voilà. D'accord. Donc il n'y a pas de base de Tout à données, fait. des choses comme ça. Ça reste très basique, Pour des fichiers l'instant, Excel non. et des fichiers texte. Alors pour les fichiers microbiotes, oui, c'est des fichiers Excel. Après, les animaux allaitants, comme c'est une race qui est évaluée, où il y a une Mhm. évaluation génétique, il y a aussi des bases de données Internet où les animaux vont avoir différentes performances qui vont être renseignées. Donc on a un identifiant pour l'animal, suivi de plusieurs performances, et c'est des performances standardisées finalement dans les élevages. Par exemple, on a le GMQ, il faut que ce soit un GMQ, un gain moyen de poids quotidien, Ouais. qui soit calculé entre telle et telle période. Et c'est vraiment des mesures qui sont standardisées. Donc là, il y a une base de données avec des animaux de différents élevages, et nos animaux se retrouvent aussi là-dedans. Mais ça D'accord. dépend vraiment des caractères. Ok. Il y a vraiment des caractères d'élevage, voilà, où il y a des bases de données, puisque c'est des caractères qui sont standardisés. Et ensuite, il y a toutes les données de recherche, où il n'y a pas pour l'instant de base de données standardisée comme les données microbiotes. Voilà. Très bien. Alors, une autre question que j'aimerais aborder avec toi, c'est donc tu travailles sur des moutons, donc, ça Oui. pose la question en fait de l'expérimentation animale et du bien-être animal, qui sont des questions qui sont de plus en plus importantes et que les chercheurs essayent de traiter. Comment vous Mhm. gérez ce genre de questions? Alors, le bien-être animal, effectivement, c'est un sujet qui a toute sa place, son expérimentation animale. Déjà, rien qu'avant de commencer une expérimentation animale, on est obligé de faire valider un protocole par un comité d'éthique. Donc, D'accord. il faut que toutes les procédures soient détaillées. Il faut vraiment respecter au maximum les trois grands principes du bien-être animal qu'on appelle les 3 R. Le premier R, c'est est-ce qu'on peut remplacer les animaux? Est-ce qu'on peut se passer d'animaux et utiliser des modèles informatiques ou d'autres modèles, par exemple? Donc, est-ce qu'on est obligé finalement d'utiliser du matériel vivant? Le deuxième R, ensuite, c'est réduire. Donc, réduire au maximum le nombre d'animaux qu'on utilise. Donc il faut essayer de justifier au mieux le nombre d'animaux pour ne pas en avoir trop. Et le dernier R, c'est raffiner. Donc là, c'est vraiment dans un protocole donné, qu'est-ce qu'on peut faire pour assurer au maximum la bientraitance des animaux. Par D'accord. exemple, ça va être est-ce qu'on peut placer des enrichissements dans l'environnement pour que les animaux puissent s'occuper lors de leur journée. Donc il faut vraiment raisonner tout de la procédure expérimentale jusqu'au logement et il faut justifier tous ces choix. Tout ce qui est plus invasif
qu'une simple prise de sang, donc même une injection, il faut le justifier et l'argumenter et dire pourquoi c'est indispensable et pourquoi on est obligé de le faire. D'accord. Euh, je trouve ça intéressant, ces 3 R que je ne connaissais pas. Dedans, il y en a un qui me paraît assez touchy, c'est celui de réduire, puisque plus tu réduis le nombre Oui, d'animaux, moins tu vas avoir de puissance statistique de détection. Donc c'est quelque chose d'extrêmement subtil à régler, je suppose. Et comment vous le faites, ce genre de choses? Comment vous y travaillez? oui. Alors, avec de nouveaux caractères, ce qui peut être compliqué, c'est effectivement de déterminer le nombre d'animaux qu'il nous faudrait pour pouvoir observer un effet biologique, un effet d'intérêt. Donc, dans la mesure du possible, c'est trouver de l'ancienne bibliographie, de l'ancienne Ouais. littérature, pour pouvoir voir quels étaient leurs effectifs et s'ils atteignaient, s'ils observaient quelque chose de significatif ou s'ils observaient que des tendances. Donc, par exemple, en génétique, si on sait qu'on a un caractère qui est assez peu héritable, on va chercher des publications d'autres caractères proches qui sont aussi peu héritables et on va regarder quels étaient leurs effectifs et s'ils avaient des signaux significatifs ou non. D'accord. Donc il faut Et essayer c'est au maximum de se rapporter à la littérature. d'accord. Et c'est quoi un caractère héritable? Alors un caractère héritable, c'est un caractère qui va pouvoir être transmis de génération en génération et qui va être transmis grâce au patrimoine génétique. Donc pour qu'un caractère soit héritable, Mhm. il faut que ce caractère ait un fort contrôle génétique. Et donc, j'aimerais revenir donc sur le but à long terme de ton travail. Donc, le but, c'est quoi en fait? C'est d'améliorer l'alimentation, de trouver enfin, d'améliorer les espèces de moutons. C'est quoi? Alors quand je dis chercher des prédicteurs à l'efficacité alimentaire du mouton, c'est pour permettre une sélection des animaux, des meilleurs D'accord. animaux avec le meilleur potentiel pour l'efficacité alimentaire chez le mouton. Alors pourquoi on fait ça? L'efficacité alimentaire, c'est intéressant et c'est surtout de plus en plus intéressant parce que l'alimentation humaine et animale entre en compétition. Même Ouais. des agneaux vont manger des céréales comme l'homme, finalement. Donc il va y D'accord. avoir une compétition entre est-ce qu'on alloue ces ressources céréalières pour nourrir des animaux ou est-ce qu'on alloue ces ressources céréalières pour nourrir des humains. Donc l'objectif aujourd'hui en recherche, ce n'est pas de produire plus, c'est de produire Ouais. mieux en Ouais. utilisant au mieux les ressources et en réduisant les intrants. Donc D'accord. finalement, on cherche à réduire l'utilisation de ressources dédiées à l'élevage. Et pour cela, une solution possible, c'est d'avoir des animaux qui sont plus efficaces, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser moins de ressources pour produire autant qu'avant, et non pas plus. Voilà. D'accord. Bah On merci. cherche à produire mieux aujourd'hui. Voilà. Puisqu'on est un peu dans le thème de l'écologie, je sais que l'élevage est une des premières sources de méthane, qui est un gaz à effet de Oui, serre. Effet de serre. Est-ce que vous travaillez aussi, alors pas forcément toi, mais ton laboratoire, sur ces questions du gaz produit par les moutons, par exemple? oui, effectivement, on travaille dessus. Alors, il faut savoir que la production de méthane par les ruminants, c'est un phénomène qui est vraiment purement biologique. Oui. Comme je l'avais dit avant, c'est les micro-organismes qui dégradent la nourriture pour le ruminant. Et ces micro-organismes, quand ils vont dégrader la nourriture, ils vont produire du méthane. Aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que des animaux qui vont consommer moins, ou est-ce que des animaux qui ont une meilleure, entre guillemets, composition du microbiote, Oui. vont produire aussi moins de méthane? Et effectivement, c'est un sujet qui commence à être en cours d'étude dans notre unité. Ça a été déjà fait chez le bovin avant, dans d'autres unités françaises. Et aujourd'hui, on mesure aussi les émissions de méthane chez le mouton allaitant. D'accord. Voilà. Donc on essaye de réduire la production aussi par animal. D'accord. Bah, merci. Je trouve ça assez intéressant de se rendre compte que ces questions-là d'écologie deviennent de plus en plus présentes dans votre travail de recherche sur l'élevage, quoi. Oui, et ça devient de grandes questions parce que on peut effectivement se rendre compte que la production de gaz à effet de serre, c'est héritable. Donc on pourrait Mhm. sélectionner les meilleurs animaux qui ont le meilleur potentiel. Et ensuite, il faut que le chercheur regarde aussi quelles sont les corrélations, quels sont les liens entre la production de gaz à effet de serre et les autres caractères. Parce que si on dit à un éleveur qu'on va choisir que les animaux qui produisent le moins de gaz à effet de serre, mais que ça va être les animaux les plus maigres, les plus petits, et qu'il va plus assurer son revenu, ça risque de créer quelques tensions. Donc c'est aussi au chercheur de regarder quelles sont les relations finalement entre des caractères qu'il faudrait sélectionner pour l'écologie et des caractères d'intérêt économique pour l'éleveur. Je trouve ça très intéressant ce que tu as dit sur le fait que maintenant, le but de votre recherche, c'est pas de produire plus, c'est de produire mieux. Je trouve ça vachement intéressant, en fait. Ouais. Hmm. C'est un vrai changement de Oui, paradigme qui est assez récent, en fait.
Oui, c'est vrai que ça date de quelques années déjà. Enfin, déjà. C'est vraiment récent, dans les dernières décennies. Et finalement, ça correspond un peu à l'évolution naturelle des choses, parce qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins d'élevage en France. Les Mhm. personnes consomment de moins en moins de viande, on ne va pas se mentir. On consomme, je pense, pour la plupart des personnes, trop de protéines d'origine animale. Mais ce qui serait intéressant, ça serait vraiment de produire mieux. D'accord. Donc, toujours avoir de bons produits, mais simplement ne pas en avoir en excès. Et aussi permettre à l'éleveur de dégager un meilleur revenu de ses produits. Parce qu'on ne peut pas leur demander aussi à eux de produire en permanence de plus en plus. Voilà. Aujourd'hui, on essaie vraiment de produire mieux, que ce soit pour l'écologie, pour les animaux ou pour les éleveurs. Il y a aussi la dimension sociale qui est très importante. D'accord. Et il y a des gens qui travaillent justement sur cette dimension sociale. Vous travaillez avec des sociologues, des gens comme ça? Il y a des unités à l'INRAE, effectivement, qui s'intéressent aux pratiques d'élevage, où il y a beaucoup d'études sur les pratiques, de la sociologie aussi. Et c'est vraiment le système d'élevage dans sa globalité. C'est pas seulement les méthodes pour élever un animal. Ça peut être comment un agriculteur gère son travail, comment il gère sa main-d'œuvre, etc. Donc, on a vraiment des approches systémiques dans certaines unités qui permettent de prendre en compte des composantes sociologiques très intéressantes aussi. Merci beaucoup pour tout cet éclairage sur ton travail et sur la recherche en élevage. Maintenant, j'aimerais poser des questions plus personnelles, plus directement à toi. Oui. Et je pose toujours un peu les mêmes questions. Et la première d'entre elles, c'est est-ce qu'il y a quelque chose dans ta carrière ou dans ta vie qui te rend particulièrement fier et pourquoi? Alors, qui me rend particulièrement fier, ce que j'aime bien, c'est j'ai pu faire doctorant en chargé d'enseignement, donc j'avais quelques TD Ouais, et TP. Faire le TP ou le TD devant des élèves, c'est pas forcément le moment de fierté, mais c'est quand on se rend compte à la fin que, grâce à l'explication aux autres, on se rend compte qu'on a appris mieux nous-mêmes, qu'on comprend beaucoup d'accord. mieux. Et donc finalement, on se rend compte qu'en donnant des cours et des TD, on apprend nous-mêmes et beaucoup plus que si on avait simplement lu ou appris par cœur des choses. Donc D'accord. voilà, c'est plus un moment de fierté après les TP et les TD de se rendre compte qu'on a mieux compris les notions qu'on essaye de transmettre finalement à d'autres personnes. C'est toujours très enrichissant. Très bien. Alors, le pendant de cette source de fierté, je demande toujours, est-ce qu'il y a eu un moment, une difficulté ou une erreur, un échec, quelque chose qui a été difficile à surmonter et qu'est-ce que tu en as tiré comme enseignement? Alors, un petit moment qui a été assez blessant, c'est quand je faisais des modélisations où j'essayais de prédire la consommation d'aliments d'un mouton à l'aide de son microbiote. Et j'étais assez content, le modèle avait une assez bonne performance et pour ça, on doit utiliser des jeux de données où on fait un entraînement et d'autres jeux de données où on fait la phase de test. Et ça doit être des Oui, données qui sont complètement indépendantes. Et je me suis rendu compte assez tard que mon jeu de données, finalement, à cause d'une erreur de code, mon jeu de données de test s'était retrouvé dans les données d'entraînement. Et que ah c'était oui, pour ça que mon modèle était bon. oui, Donc, une grosse déception. Mais finalement, voilà, on apprend à être plus vigilant sur notre façon de coder et sur l'utilisation des données. bah, c'est bien de t'en être rendu compte avant de l'avoir publié, par exemple. Oui. Après, on peut mettre des erratums, mais effectivement, c'est moins visible. On peut transmettre des idées assez erronées. D'accord. Pour revenir vers le positif, est-ce qu'il y a quelque chose qui, dans le monde de la recherche ou dans ta propre carrière, tu vois arriver, qui t'enthousiasme, ou tu te dis, tiens, ça va être hyper important? Alors, ce qui va être très important, je pense, dans le futur, c'est vraiment l'utilisation des grandes données, des nouvelles données. Enfin, ce que j'adore, c'est vraiment la programmation et l'utilisation de nouveaux modèles, et notamment de machine learning. Et on se rend compte qu'on a de plus en plus de données, qu'on peut étudier des données de plus complexes grâce à l'utilisation de programmation et de nos ordinateurs qui sont de plus en plus puissants et qui vont permettre finalement de nouvelles découvertes. Finalement, des choses qu'on n'arriverait pas à observer directement. On pourrait utiliser de la programmation et du machine learning, par exemple, pour faire de nouvelles découvertes. Et des D'accord. découvertes complètement inattendues qu'on n'aurait pas imaginées avant. Et donc, on commence à utiliser dans les recherches en élevage ce qui va être le deep learning, les choses comme ça? Ça commence à être utilisé, oui. Alors, souvent pour le deep learning, il faut quand même des échantillons avec énormément d'animaux. Oui, Donc, c'est pas à la portée de tous les projets et à la portée de toutes les unités. Donc, il me semble qu'il y a assez peu encore de deep learning appliqué. Cependant, c'est
de plus en plus utilisé, et il y a des exemples, par exemple, dans mon unité, où des gens utilisent du deep learning pour classifier des images. Donc là, on n'a pas forcément besoin d'un grand nombre d'animaux, il nous faut un grand nombre d'images pour entraîner les algorithmes. Et grâce à ces algorithmes qui classent les images, ils peuvent classer les animaux en fonction de leur position dans la journée, et ça permet de faire de nouvelles études du comportement des animaux. On commence à caractériser des choses finalement assez fines. Par exemple, le comportement d'une truie par rapport à ses porcelets. Est-ce qu'on peut sélectionner une truie qui est plus maternelle, etc. Donc ça ouvre vraiment de très nombreuses possibilités et qu'on ne pouvait pas imaginer avant. Enfin, est-ce que tu aurais une recommandation culturelle au sens large à nous recommander? Alors, en ce moment, c'était un peu à la mode, mais j'ai beaucoup aimé les livres écrits par Frank Herbert sur la Oui. saga Dune. Ils font Oui. beaucoup réfléchir finalement sur le positionnement du héros. Il y a une réflexion qui est encore plus profonde que dans les films, parce que les films sont vraiment époustouflants d'un point de vue technique ou visuel. Mais les livres permettent vraiment de réfléchir autour de la position du héros. Et c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant à voir en en tant que lecteur. Donc je conseille beaucoup la lecture des livres. D'accord. Qu'est-ce que tu veux dire par le positionnement du héros? Tu peux développer un peu? Oui, alors le héros, alors je veux pas dévoiler toute Spoiler. l'intrigue, mais le héros, voilà, le héros a quand même quelques doutes sur Oui. son positionnement. On le sent. Est-ce qu'il peut vraiment se passer en tant que héros? Est-ce que ce qu'il fait est bien? Est-ce que les répercussions de ce qu'il fait en ce moment sont positives ou négatives? Ça Mhm. amène toute une réflexion finalement sur le fait que Paul Atreides, est-ce que l'univers se serait mieux porté Oui. s'il n'était pas né finalement? On en Oui, est je à vois ce ce que tu veux niveau dire. de réflexion finalement. Oui. C'est vrai que c'est une thématique assez présente dans l'œuvre. Ouais. D'accord. Bah, merci pour cette recommandation. Tu es le deuxième à recommander Dune, mais la première Ah, personne avait recommandé, elle, le film. Donc, toi, tu ah, recommandes le le livre. film, ah Ça oui. se complète. Oui, non, mais les deux sont vraiment à voir. Mais je compare toute une saga de livres avec un seul film, donc la comparaison est un peu désavantageuse et je pense que tout est à voir Oui. et à lire. A priori, ça y est, le deuxième a été annoncé officiellement. C'est une bonne nouvelle alors. Très bien. Et donc, pour terminer, si quelqu'un veut te recontacter suite à cette interview pour te poser des questions sur ton travail ou sur Dune, c'est quoi la meilleure façon de le faire? Alors, la meilleure façon de le faire, c'est par mail, avec mon adresse mail personnelle. Et je sais pas D'accord. s'il vaut mieux que je le dise là oralement ou si ça sera par écrit. Non, mais je pourrais l'ajouter dans les commentaires si tu veux, il n'y a pas de problème. Enfin, en surimpression. Ok, Ça marche. ok. Et ben, merci beaucoup alors d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup Thibaut pour cette invitation et cet échange.